GLQ 1100, géologie générale, chapitre 11, glaciaire, fluvio-glaciaire et glacial, module 7, principaux types de dépôts glaciaires. On a vu dans les modules précédents que le til de fond se forme et se dépose sous un glacier en mouvement. Les autres tils, le til de fusion basale et le til d'ablation, se déposent de leur côté quand la glace cesse son activité et fond sur place. Commençons par décrire les dépôts de til de fond. À l'état naturel, le til de fond est un matériau surconsolidé. C'est-à-dire que c'est plus compacté qu'on pourrait le faire avec la machinerie de chantier. Sa capacité portante est proche de celle de la roche en place. C'est déjà une qualité pour ce matériel-là. En plus, sa très faible conductivité hydraulique le rend utile comme matériau d'étanchéité pour la construction de digues et de barrages. D'ailleurs, la plupart des digues et barrages d'Hydro-Québec, le rideau d'étanchéité au cœur de l'ouvrage est en til de fond. En général, le til de fond, ça se présente sous forme de plaquage discontinu, trop mince pour être exploitable. Cependant, dans certaines circonstances, un glacier peut déposer des amas de til de fond en forme de butte, en forme de traînée ou de cordon. Allons voir quelques exemples. On commence par les buttes. Voici, on est dans la région de la rivière Eastmain. Voici la rivière Eastmain. Et regardez ici, on a une butte allongée. On a une seconde ici. Eh bien, ce sont deux drumlins juste situés à côté de l'endroit où on pourrait faire des travaux ici. Bien sûr, ces drumlins-là ont été exploités pour les ouvrages de digue qu'on a fait ici pour détourner cette rivière-là vers le complexe La Grande. Voici des drumlins dans la baie de Ngava. Ici, on est suffisamment au nord qu'on est dans une région où il n'y a pas de végétation arborescente. C'est la toundra. Et les formes sont bien spectaculaires et très peu érodées. On a en prime, ici, regardez, il y a un affleurement rocheux. Regardez, une petite traînée décrochée ici en arrière. C'est une traînée de débris. On va regarder quelques exemples de ça aussi. Revenons dans les régions un peu plus au sud, la région du lac Mistassini, par exemple. Regardez, on a des grandes formes allongées ici, recouvertes de végétation arborescente. C'est tellement élongué qu'on appelle ça plutôt des drumlinoïdes ici. Et ça, bien sûr, c'est allongé dans le sens de l'écoulement de la glace et ça contient du til de fond. Maintenant, les traînées de débris. On est dans la région de la rivière Cagnapisco. On voit cette rivière-là au loin ici. On est à l'étape des projets d'exploration là, en vue des travaux de détournement de cette rivière-là. Et à une distance raisonnable de la zone des travaux, on a un buton rocheux ici et accroché sur le côté aval de ce buton rocheux-là par rapport à l'écoulement des glaciers. Regardez des immenses traînées ici. On a des plus petites ici. La plus importante, la revoici un peu plus tôt en saison. Et là, bien, ça a été la grosse exploitation ici de til de fond pour les matériaux d'étanchéité qu'on avait besoin pour les digues qu'on a fait en travers de la rivière Cagnapisco qu'on voit au loin ici. Maintenant, les moraines de Rogan, quand le til se dépose en cordon, quand le til est déposé en cordon, on appelle ça des moraines.
Et ce type de moraine déposée par de la glace en mouvement s'appelle une moraine de Rogan. On voit quelques-unes ici. Donc, le glacier coulait dans cette orientation-là. Il y a un autre cordon ici qui est allongé dans le sens de l'écoulement de la glace. C'est plutôt un estuaire, un sujet dont on va reparler un peu plus tard dans ce même chapitre. C'est d'origine fluvio-glaciaire cette fois-ci. Là, on s'intéresse plutôt aux cordons qui sont ici. Bon, mais pour ne pas vous laisser sur votre faim avec ça, on va compléter ça avec des exemples tirés de Google Earth. Donc, on s'en va dans Google Earth. Et on va commencer par les drumlins. Allons voir dans un premier temps le champ de drumlin le plus important au Canada. Où est-il situé? C'est plutôt en Saskatchewan. C'est sur le côté ouest de la baie du Thon ici, dans ce secteur-ci. On a, c'est probablement le plus grand champ de drumlin au monde. Allons le voir de près. Voici l'environnement. Regardez, la glace coulait dans cette orientation-là. Et on voit des buttes allongées dans le sens de l'écoulement de la glace. Quelquefois, ça peut ressembler à des dunes. Et quand on fait juste regarder ça vu à vol d'oiseau comme ça ici, regardez ici, ça pourrait même rappeler une dune parabolique. Comment fait-on pour être certain que c'est d'origine glaciaire? Eh bien, regardez, c'est raviné. Quand c'est du sable de dune, le sable de dune a une grande conductivité hydraulique, l'eau s'infiltre et ne ruisselle pas. Ici, on a des matériaux d'étanchéité et l'eau ne s'infiltre pas dedans, ruisselle sur la surface et ça donne ce résultat-là, des buttes allongées et communément ravinées par les eaux de ruissellement. On va aller voir un deuxième exemple, toujours dans la même région. Regardez, c'est tout le paysage qui est comme ça. Et là, ben, c'est un petit peu la même chose. Hein? Cette fois-ci, comme on regarde vers le sud, la glace venait dans cette orientation-là. On en voit qui sont très étroites, d'autres qui sont un peu plus larges. Et c'est du til de fond. On voit des formes très ravinées comme ici. Maintenant, allons jeter un œil au deuxième plus grand champ de drumlin qu'on a au Canada. Cette fois-ci, c'est en Ontario, dans la région de Peterborough. Bon, on est dans une région agricole. Et là, ben, la trame de l'exploitation rend les formes moins visibles. Mais quand même, regardez ici, là, un drumlin, un autre drumlin, un autre drumlin. On va s'approcher de un en particulier. En voici un isolé. On peut prendre le temps de faire le tour du drumlin. Hop, pas trop vite. Là, on est dans le sens où venait la glace. Et on voit notre drumlin vu de l'autre côté maintenant. Et un petit dernier. On va le regarder de profil pour bien le comprendre. La glace venait du côté gauche ici. Ça, c'est le côté amont de la butte. Et plus abrupte, comme on voit. Et le côté effilé ici, c'est dans le sens où s'écoulait le glacier.
Maintenant, on va regarder une traînée de débris. Malheureusement, les traînées de débris qu'on a au Québec, la résolution des images de Google Earth ne permet pas de bien les distinguer. On va aller voir plutôt une traînée de débris en Colombie-Britannique où on a une assez bonne résolution pour que ce soit convaincant. Regardez, on a un monticule rocheux ici. Et sur le côté aval, par rapport à l'écoulement de la glace, on a des traînées et que même recouverts par la végétation, on les sent véritablement. Eh bien, ce sont des traînées de til de fond. Maintenant, quand le til de fond se dispose en cordon, eh bien, les plus beaux exemples, cette fois-ci, c'est plutôt au Québec. Allons à l'endroit où on a des belles moraines de Rogan au Québec. Regardez, c'est assez au nord quand même. Hein? Et là, bien, c'est les bandes transversales qu'on voit ici. C'est toujours en association avec des drumlins. Donc, quand on regarde, on voit des simples buttes allongées dans le sens de l'écoulement de la glace. Et par endroits, ça forme comme des bandes transversales. On peut voir toutes les intermédiaires entre un cordon de moraine de Rogan et un simple drumlin isolé. Hein, ça commence par des drumlins qui s'ajustent les uns contre les autres et à la fin, ça fait des bandes transversales. On peut s'approcher pour voir de près le phénomène. Regardez, ici, on voit des drumlins et ici, on voit des bandes transversales. On va aller voir un exemple de un cordon de moraine de Rogan qui est presque sans marque de drumlin. On voit faiblement quand même des linéaments allongés dans le sens des écoulements de la glace, mais le cordon est vraiment continu. Et on fait juste se tasser un petit peu latéralement. Et dans ce secteur-ci, ben, c'est distinctement de nombreux petits drumlins, tous juxtaposés les uns contre les autres pour former à la fin des bandes transversales. Je remonte en altitude pour que vous voyez où on était au Québec. Voilà. Maintenant, lorsque le glacier devient stagnant et fond sur place, les matériaux qui étaient en transport dans la glace vont lentement se déposer sous forme de til de fusion basale et de til d'ablation. Ça crée généralement des terrains qui sont typiquement bosselés. Mais ces tils peuvent aussi se déposer sous forme de cordons qu'on va également appeler des moraines. Allons voir quelques exemples. On va commencer par des exemples photos. On est dans l'île Bylot, dans l'archipel arctique canadien. Et on voit, c'est un immense masse de glace. Et au-devant, ici, regardez, c'est contenu, le glacier est contenu en arrière d'un vaste cordon ici, qui est en position frontale par rapport au glacier lui-même. Eh bien, on va appeler ça tout simplement une moraine frontale. Voici maintenant un autre cordon de matériaux abandonnés par un glacier, mais abandonné en position latérale cette fois-ci. On voit le glacier ici, et on voit que ça se poursuit, mais le glacier est encore présent. Une fois que le glacier est disparu, ça laisse un beau cordon linéaire ici. On va l'appeler une moraine latérale, tout simplement. Et voici un exemple maintenant de moraine de Geer. C'est nommé en l'honneur d'un chercheur européen qui portait le nom de Geer, D-E, G majuscule E-E-R, de Geer.
Et comment ça se forme ces moraines-là? On avait le glacier qui est devenu stagnant et un glacier, c'est connument découpé par des fractures parallèles à la marge. On a vu dans un module précédent là, le dos d'un glacier, hein, il y avait des fractures qui marquaient des formes arquées. Hein. J'avais commenté que ça montrait que le glacier avait avancé plus vite au centre que sur les côtés. Et là, bien, quand le glacier fond sur place, l'eau de fonte va faire tomber les matériaux contenus dans la glace dans ces fissures-là. Et une fois que le glacier est complètement fondu, eh bien, les endroits où il y avait des fissures, eh bien, ça va devenir des cordons de matériaux, des produits là, qui étaient transportés par le glacier. Donc, ça fossilise plus ou moins les fissures qui étaient dans le glacier. Voici une autre vue de ces cordons-là. On a des beaux contrastes ici dans les régions nordiques, c'est que le dos des crêtes étant un peu plus sec, c'est colonisé par des lichens qui sont de couleur très pâle par rapport à entre deux cordons. Le terrain est un peu plus humide et on va plutôt trouver de la sphaigne. Et là, bien, ça fait très, très contrasté. On va s'approcher de la surface ici. On a un endroit un petit peu dégagé ici. On va se poser pour voir comment est la surface du terrain. Eh bien, un champ de cailloux et de blocs. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, on se souvient que le glacier, quand il cause son érosion, hein, il y a des produits d'abrasion, des produits d'ébitage et des produits de délogement. Donc, on a des fractions fines, des fractions sableuses, des graviers, des cailloux, des blocs, tout en mélange. Et une fois que c'est déposé, exposé à la pluie, bien, la pluie va rapidement délaver les fractions fines. Et même la pluie va faire éclabousser le sable qui lentement va couler sur les flancs de la forme. Et par défaut, ça va concentrer en surface ici les éléments plus grossiers qui ne peuvent pas être délogés par l'eau de pluie, c'est-à-dire les graviers, les cailloux et les blocs. On comprend que ce sont des terrains très, très incultes. Et quand on a ce genre de moraine-là dans la vallée du Saint-Laurent, eh bien, ce sont des terrains qu'on a la plupart du temps laissés en boisés parce que c'était non cultivable. Et maintenant, un exemple de terrain bosselé. On est le long de la rivière Outaouais et on a, en général, une plaine d'argile hein, dans la vallée du Saint-Laurent, comme ici, là. Et ces terres-là, ben, ce sont des terres cultivables et effectivement, ces terres-là sont en culture présentement. Mais dans la zone où on a des terrains bosselés, à cause de la présence de cailloux et de blocs partout, on ne peut pas vraiment cultiver ces terrains-là. Et là, bien, c'est laissé en pâturage. Et donc ici, oui, on les a utilisés, mais simplement comme pâturage. Et là où c'était trop caillouteux, regardez, on voit comme des petits cordons. Eh bien, là, c'était des cordons de cailloux, comme je vous ai montré dans une photo précédente, là. Ça ne valait même pas la peine de déboiser cet endroit-là. Bon, maintenant, on va aller voir des exemples. On va compléter avec des exemples venant de Google Earth. Retournons dans Google Earth un instant. On va commencer par aller voir des exemples de dépôts laissés par la glace, mais en forme de cordon, c'est-à-dire des moraines. Juste le temps de trouver mes signets. On va aller voir une moraine frontale tout près de celle que je vous ai montrée tantôt dans l'île Bilot. Mais peut-être un peu plus spectaculaire. Allons-y. Bon, on voit ici que les plateaux ici sont recouverts de glaciers.
Cette glace-là s'écoule sous forme de langue de glacier de vallée ici. Et regardez, en avant, on a un vaste cordon ici qui montre la position maximum qu'a atteint cette langue de glace-là. Eh bien, c'est une moraine frontale qui a été abandonnée à cet endroit-là. Même chose pour le glacier au premier plan. Regardez, on voit sa moraine latérale qui commence à émerger. Et en avant, ici, ben, c'est le cordon morainique qui est en position frontale. C'est une moraine frontale qui est érodée dans ce secteur-ci. Maintenant, des moraines médianes, ce sont les bandes de sédiments transportant à l'intérieur du glacier. Regardez, on en voit un petit peu ici. Mais on va aller voir un meilleur exemple. On va retourner dans l'Ouest canadien pour les moraines médianes. Regardez, ce sont les bandes de sédiments qui sont dans la langue du glacier ici. Et on va s'approcher. Quelle est l'origine de ces bandes-là? Eh bien, c'est quand deux langues glaciaires se rejoignent. Regardez ici, il y a une langue glaciaire, il y a une moraine latérale qui se joint à la moraine latérale ici, et ça forme cette bande-là. Cette bande ici provient de la juxtaposition de cette langue glaciaire-là et de celle-ci. Quant à la dernière ici, eh bien, elle provient de la juxtaposition de cette langue glaciaire-là, hein, sa moraine latérale ici et sa moraine latérale ici. Et plus haut, regardez, la glace est bien propre. Il y a une seule source en amont ici. Maintenant, quand ça fond tout ça, regardez, ça devient de plus en plus riche en sédiments. Et on sent déjà qu'on a une topographie bosselée. Malheureusement, ici, la résolution ne me permet pas de m'approcher plus que ça. On va aller voir un exemple à côté où la résolution est un petit peu meilleure. Donc, on revoit une langue glaciaire ici. Regardez, on est en freinage. Hein, les moraines médianes commencent à se plisser et se tasser les unes contre les autres. On voit encore les crêtes morainiques qui sont présentes dans la plaine. Mais juste à côté ici, regardez, on voit un terrain qui est simplement bosselé. C'est la glace qui a fondu sur place et qui a laissé ce terrain bosselé-là ici. Et si on recule assez loin, ben on voit que c'est maintenant un petit peu colonisé par de la végétation. Bien, allons voir maintenant. Ici, c'est un simple petit glacier alpin. Hein, la zone en terrain bosselé est relativement petite. Allons voir quand le terrain bosselé a été abandonné par un inland-6. On retourne en Saskatchewan pour vous montrer ça. Oh, j'ai pas cliqué sur le bon signet, je m'excuse. Voilà. On s'en allait voir un exemple en Antarctique. Là. Restons au Canada. Là. Je vais vous montrer ça en Saskatchewan. Bon, regardez, c'est la même topographie bosselée. Mais comme ça fait déjà quelques milliers d'années que les glaciers ont fondu ici, eh bien, les formes sont un petit peu estompées, mais encore très reconnaissables. Et regardez cette fois-ci, là, hein, c'est pas juste une petite vallée qu'on regarde, là, c'est tout le paysage, là, sur des distances très, très grandes qui sont bosselées. Bon, ici, on est dans une zone où l'inland 6 laurentidien a fondu sur place et a laissé une topographie typiquement bosselée. Bon, maintenant, ceci complète ce module 7 sur les principaux types de dépôts glaciaires.